Donc, bien des discussions qui s'amorcent présentement à ce sommet sur l'éducation supérieure. Et à mes côtés, pour en parler, j'ai Yuri Chassin, économiste de l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Monsieur Chassin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous permet peut-être de dresser un tableau assez intéressant dans la mesure où on va beaucoup parler du financement des universités parce que autant les droits de scolarité sont liés finalement au financement des universités parce que par les droits de scolarité, les étudiants contribuent une certaine part au financement des universités. Puis ça serait intéressant peut-être de voir quelle part est donnée de la part de chacun pour financer les universités. On va voir un tableau, puis ça va nous permettre d'expliquer aux gens en quoi consiste le financement des universités. On va voir que le gouvernement du Québec, lui, verse, en tout cas au cours des dernières années, là, si on faisait une moyenne, le gouvernement du Québec a versé environ 55,7 % du financement des universités. Et il y a le gouvernement du Canada aussi qui contribue à un tel financement à hauteur de 11,8 % parce que les revenus globaux des universités, il faut le dire, vous le voyez en haut, là, 5,6 milliards de dollars au total. Municipalité, 1,8. Les étudiants, aux alentours de 16 % les dons, les subventions gouvernementales, les fondations, 5 % puis les autres revenus, c'est aux alentours de 10 % Et là, on voit justement que les étudiants, eux, contribuent aux alentours de 16 % au financement des universités. Est-ce que c'est ce qu'on voit habituellement dans la participation des étudiants au financement de leurs institutions? Ailleurs au Canada, c'est pas le cas, évidemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ailleurs au Canada, la partie publique, donc tant gouvernement du Québec, gouvernement provincial dans ce cas-là, et gouvernement fédéral, ne représente pas les 2 tiers du financement comme au Québec, mais plutôt 50 à 55 %. Alors qu'ici, on voit que c'est plus 66, même presque de 70 % Exact. Donc, c'est à peu près les 2 tiers. Oui. Et donc, les étudiants contribuent davantage. Généralement dans les 20 %. Oui. Donc, clairement, il y a un effort supplémentaire demandé aux étudiants ailleurs et c'est ce qu'on voit dans les différences des frais de scolarité, des droits de scolarité, qui expliquent essentiellement cette différence-là. Évidemment, c'est aussi le niveau de financement on voit la répartition ici, c'est le niveau de financement aussi qui pose problème. Oui. Donc, toutes les discussions sur le sous-financement existe-t-il, à quelle hauteur, etc. C'était le niveau de financement qui était, dans le fond, la question principale. Et justement, comment se fait-il qu'il y a eu les deux versions de la chose, à savoir les universités sont surfinancées et les universités sont sous-financées, puis là, on n'arrive pas à faire la part des choses dans ces déclarations. Effectivement, puis pourtant, c'est pas si compliqué. Essentiellement, tout le monde reconnaît que la partie, dans le fond, enseignement des universités est effectivement sous-financée. Donc, il y a un fonds général de fonctionnement qui, lui, est moins grand par étudiant au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, il y a une question de compétitivité. Pour l'enseignement comme tel. Mais quand on prend évidemment toutes les enveloppes, parce qu'au Québec, on réussit très bien finalement en termes de recherche à attirer des subventions. On obtient beaucoup de subventions des conseils subventionnaires fédéraux. On a ici au Québec aussi des conseils subventionnaires qu'on finance. Donc là, on retrouve finalement un avantage. Et au total, finalement, on voit que le sous-financement, il n'est que dans une enveloppe, mais c'est une enveloppe drôlement importante. Et là, c'est le sommet de l'enseignement supérieur. Alors, clairement, pour l'enseignement, le sous-financement existe. Et puis là, on se pose des questions. On a vu ces annonces de compression imposées aux universités, 124 et 126 millions de dollars sur l'année présente et l'année prochaine. Et puis là, on se demande, est-ce que les universités peuvent réaliser de telles compressions dans le contexte actuel? C'est très difficile, évidemment. Après s'être battu longtemps pour demander un financement supérieur, on se retrouve finalement avec des compressions. C'est pas évident, mais évidemment, il y a la possibilité pour les universités, contrairement à d'autres institutions, de s'endetter, d'essayer d'étaler tout ça dans le temps, de peut-être, retarder certaines embauches, mais pas nécessairement faire des mises à pied. Oui. Donc, il y a des jeux, et on a entendu parler même de jeux comptables, c'est-à-dire que leur année financière n'est pas la même que celle du gouvernement. Oui. Donc, on va essayer de jouer là-dessus pour sur avoir un mois, exactement, pour avoir un investissement en avril, ce qui permet, dans le fond, d'aller chercher l'argent de l'année suivante pour le placer sur l'année actuelle, c'est ça. Maintenant, on parlait aussi de réduire l'endettement des étudiants parce qu'on ne parle plus vraiment que de droits de scolarité. On en fait une enveloppe globale, si on peut dire, qui inclut bien des choses, autant les droits afférents que l'on parle du transport, du logement et pour les étudiants et l'étalement de la dette aussi. Donc, il y aurait plusieurs possibilités d'aider un étudiant qui a peu de moyens d'aller à l'université. C'est ce qu'on a pu constater et c'est ce dont on va discuter, j'imagine. Absolument. En fait, c'est ça. Les droits de scolarité, finalement, ce n'est qu'une partie du coût d'étudier. Une autre partie, c'est effectivement, le logement, les vêtements, la nourriture, tous les frais, il faut vivre pendant ce temps-là. Oui. Et on travaille, mais pas à temps plein. Certains ne travaillent pas. Donc, effectivement, il faut voir si l'aide financière répond à tous les besoins. Il y a déjà, dans le fond, des gains. L'aide financière, elle est déjà généreuse au Québec. Il y a déjà des gains aussi de la part des étudiants
sur ce plan-là, parce que le gouvernement a parlé de maintenir une certaine bonification de l'aide financière qui avait été promise par le gouvernement précédent. Donc là, il y a des gains. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent aller en chercher davantage? Ça sert à ça aussi, à un peu un sommet. Il y a différentes listes d'épicerie, il y a différents groupes, et je pense que les étudiants ont choisi ce cheval de bataille-là. Les fédérations étudiantes sont là-dessus. Bon, alors, parmi les scénarios d'indexation, on parle de 2, de 3, de 3,5 puis, bon, on se demande ce que ça veut dire en absolu. Puis, nous, on a fait le calcul. Là, ça ressemblerait, en tout cas, dans les 3 propositions d'indexation, à 46, 70 ou encore 83 $ par année. Quand on regarde ça, on a l'impression que c'est pas si important comme indexation. Pour les étudiants, peut-être que ça peut apparaître comme ça, mais lorsqu'on le voit comme un investissement pour l'avenir sur 3 ou 4 années d'université, cela pourrait apparaître comme une indexation mineure. Effectivement. En fait, il faut rappeler qu'entre 2007 et 2012, les frais de scolarité augmentaient de 100 $ par année. Et finalement, là, on maintiendrait un régime d'indexation, mais moindre. Alors finalement, clairement, il y a quelque part, finalement, un gain pour les étudiants aussi, parce que on indexe soit au coût de la vie, soit selon les revenus des familles, soit selon les coûts de fonctionnement des universités. C'est les 3 formules qui sont présentées et ça représente toujours moins de 100 $ par année. Voilà. Donc, quand Mme Marois dit que l'indexation, c'est le gel, c'est ce qu'elle veut dire, peut-être? Bien, en fait, quand on parle, évidemment, d'un gel, en général, c'est un gel en montant absolu. Donc, on garderait des frais de scolarité, des droits de scolarité à 2168 $ précisément pour les années à venir. Elle calcule le gel dans le pourcentage, probablement, c'est ça? Mais en fait c'est que l'indexation fait qu'évidemment, tout monte de prix. Et puis, finalement, $1 cette année ne vaut pas la même chose qu'un dollar en 1960. Alors, c'est un peu ça, dans le fond, le gel dont elle parle, c'est un gel réel. C'est vrai, en économie, je suis économiste, je suis obligé de reconnaître que l'indexation au coût de la vie, c'est un gel réel, mais évidemment, dans le discours, là, on n'a jamais entendu cette adéquation entre gel réel et indexation. Ça ne faisait pas partie du vocabulaire. Vendredi, lorsque le Parti libéral a présenté, lui, ses demandes en prévision du sommet qui commence aujourd'hui, on disait que dans les années 60-70, la proportion que l'étudiant payait de ses frais de scolarité, c'était aux alentours de 20-22 %. Or là, on voit que c'est à peu près 15 %. C'est donc dire que le fardeau des étudiants est moins élevé qu'il l'a déjà été. Absolument. Et c'est ça qu'entraîne le gel. C'est qu'avec le temps, évidemment, on continue d'investir davantage dans les universités. Mais si la part des étudiants demeure exactement la même en termes de dollars nominaux, ça veut dire que la proportion des coûts assumés par les étudiants, elle, diminue. Et c'est ça un peu le problème aussi, c'est que finalement, les étudiants financent de moins en moins leur propre éducation et quelque part, le gouvernement doit compenser et derrière le gouvernement, c'est les contribuables finalement. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la suggestion qui est faite aussi quand, un, de payer plus cher selon les facultés qu'on fréquente et puis deux, aussi de rembourser selon ses capacités de le faire une fois les études terminées. Est-ce que ce sont des scénarios qui pourraient potentiellement être intéressants? C'est peut-être même des scénarios qui pourraient offrir des voies de sortie pour certains domaines, en tout cas, là, pour augmenter le financement et permettre, dans le fond, de répondre à un certain besoin d'équité. Parce qu'évidemment, quand on paye le même montant, peu importe notre formation, les formations sont différentes et elles coûtent, dans le fond, des montants différents. Donc, pour un étudiant en sciences humaines, il paie les droits de scolarité comme tous les autres à 2168 $. Ça représente environ 40 % de son coût de formation. Mais évidemment, quand on est en médecine, le même montant représente plutôt 10 % du coût. En médecine vétérinaire, c'est 6 %. Donc, il y a là peut-être une inéquité parce qu'on paye le même montant, mais ce n'est pas la même proportion. Alors, il y a cette question-là. Et évidemment, pour certaines facultés qui demandent beaucoup d'argent et qui doivent être, dans le fond, mieux financées, selon leur dire, évidemment, ça pourrait être une porte de sortie qui pourrait être intéressante. À tout le moins, d'essayer de commencer quelque part. Monsieur Chassin, en tout cas, on va voir quels scénarios seront retenus, puis on risque d'en reparler dans un an, parce que si on a sur pied des chantiers, ça risque de prendre un certain temps. C'est possible qu'on pèle par en avant, qu'on parle justement de chantiers à venir, mais c'est peut-être mieux ça qu'une collision frontale d'intérêt. C'est ça, oui, effectivement.